Bienvenue cher Nico. Bonjour Monsieur Vass. Bonjour le V. Comment tu te sens que c'est moi qui prends les commandes de la chaîne Mindfit? Écoute, stressé. Très stressé? Très stressé. Parce que j'ai des questions solides pour toi. Bon, commence déjà par nous faire ta petite présentation et ton parcours. Présentation, donc voilà, je viens de vendre Mindfit à Levé. Donc Monsieur Eliopoulos, donc c'est lui qui prend les commandes de la chaîne, donc fondateur de Mindfit, c'est simplement mon coaching sportif de manière générale, coach sportif à plein temps. Et en dehors de ça, je suis athlète en kettlebell sport et j'organise des événements sportifs aussi, nationaux et internationaux, en collaboration avec la Fédération mondiale IKMF. On peut dire que tout ça, ce sont dans les grandes lignes. Et en termes de palmarès, 5 fois champion du monde IKMF, une fois champion d'Europe. Titre belge, je pense que je suis à 15. On pourra en revenir un petit peu plus là-dessus en se disant pourquoi 15 alors qu'il n'a que 30 ans. Et un record du monde en super marathon. Donc c'était un marathon de 3 heures de kettlebell lifting. On aura l'occasion peut-être d'y revenir aussi plus tard. Justement, tu nous parles du kettlebell. Ouais. Tu es considéré comme une pointure dans ce domaine. Du coup, tu peux nous expliquer ce qu'est exactement le kettlebell, le sport de kettlebell? Ouais, c'est important en fait. Tu viens de faire la distinction entre le kettlebell, l'outil kettlebell, et le kettlebell sport qui est une discipline sportive. En fait, pour moi, le kettlebell sport, c'est principalement un dérivé de l'haltérophilie. Donc, l'objectif, en fait, principalement en kettlebell, parce qu'il y a différentes épreuves au sein de cette discipline sportive, c'est, dans la majorité des cas, de réaliser un maximum de répétitions avec un poids attribué dans un temps donné, avec une ou deux kettlebells, et dans certaines épreuves, on ne peut pas poser la kettlebell au sol sous peine de disqualification. Donc, on retrouve des mouvements comme l'arraché, on peut parler de semi-arraché. Bon, les termes anglais peuvent parler un petit peu plus aussi pour certains. Donc le snatch, le half snatch, le clean, le jerk. Nous on parle de long cycle, mais c'est l'assemblage en fait du clean et du jerk. Donc voilà, c'est vraiment dans les grandes lignes ce que représente la discipline sportive. Et puis au sein de cette discipline, on retrouve en fait différentes fédérations mondiales. Il y en a plusieurs. Je pense que c'est un peu le cas aussi du powerlifting. Et parmi celles où je compétite, c'est l'IKMF. Et là, on a du pentathlon avec une ou deux kettlebells. Ça aussi, on pourrait peut-être expliquer un petit peu ce que c'est. Du marathon, du semi-marathon et ce qu'on appelle des épreuves de IKMF Games avec des kettlebells un petit peu plus lourdes et des durées beaucoup plus courtes que ce qu'on a eu l'habitude de voir ou ce que j'ai déjà présenté auparavant ou pour lequel je me suis fait connaître au début. Ok. Et en termes de... Donc le kettlebell sport, c'est pas juste un sport à la mode, ça existe depuis un moment. C'est un sport ancestral. Oui, ancestral en fait. J'en ai parlé dans un podcast notamment avec Stéphane Dauvergne, donc président de la Fédé. En fait, ce sport-là, en soi, c'est qu'on pense qu'il a émergé directement avec le CrossFit, qu'il a aidé à se populariser. Donc c'est vrai que le CrossFit a aidé à populariser un petit peu l'outil kettlebell, ça c'est vrai, mais ça existe depuis bien plus longtemps que ça. Et en fait, cet outil-là, au départ, c'était un outil de mesure. Et là, on parle vraiment, il y a plusieurs centaines d'années. Je pense qu'on retrouve certaines traces de l'histoire de la kettlebell depuis l'époque de l'Antiquité. Ça, on peut retrouver notamment tout cet historique, soit dans le livre que j'ai écrit avec Stéphane, soit directement sur des sites spécialisés, notamment sur le site de l'IKMF. Mais les disciplines sportives, les premières compétitions, après il y a eu des réglementations de plus en plus conséquentes là-dessus. Ça commençait dans les alentours, j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'est 1948 à l'époque de l'Union soviétique. Okay. Voilà. C'est pour ça qu'on voit peut-être une kettlebell dans Rocky IV avec... Franchement, c'est exactement ça, avec le méchant russe qui se dope. Voilà. Tu peux nous parler des différentes épreuves? Tu parlais du semi-marathon, du marathon, des épreuves plus lourdes. Oui, on va essayer de décortiquer un petit peu les différents types Un peu tout ça. Donc, on va d'abord parler du semi-marathon et du marathon.
au niveau de la fédération, c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître en fait. Hein. La fédération IKMF, c'est International Kettlebell Marathon Fédération, et puis c'est devenu ensuite discipline associée par rapport à tout ce qu'ils ont ajouté après dans l'histoire du développement de la fédé. Donc le semi-marathon, c'est 30 minutes avec un mouvement, donc soit du long cycle, donc, ou clean and jerk, on appelle ça comme on veut, mais principalement long cycle dans la dénomination commune ici de ce sport, soit du jerk, soit du snatch, soit du half snatch. En fait, le half snatch, la différence par rapport à un snatch, c'est que on revient en fait en position de rack. Donc position de rack, revenir avec la kettlebell plus ou moins au niveau de la poitrine, qui permet une position supplémentaire de repos. Et là, c'est 30 minutes sans poser au sol, sous peine de disqualification. Donc dès qu'on commence l'entame de l'épreuve, on doit absolument finir. Et c'est déjà arrivé notamment que des athlètes à 2 secondes de la fin, c'était le cas notamment cette année, c'était à 1 seconde du terme. Un athlète hongrois fait, justement pour l'anecdote, un score absolument incroyable, en long cycle pour le coup. Et à 1 seconde du terme, avant le bip, il pose la kettlebell en pleine extase parce qu'il réussit un record de fou. Et ben, son record a été annulé, il s'est déplacé pour rien au Danemark, pour la simple et bonne raison qu'en fait, il n'a pas attendu que le temps soit complètement finalisé. C'est déjà arrivé aussi en 2019. Ça, c'est pour le semi-marathon. Le marathon, c'est le même principe, c'est la même méthode, c'est le même type d'épreuve, pardon, mais sur 60 minutes à la place de 30 minutes. Et donc on doit aussi tenir jusqu'au... Pour moi, c'est une des épreuves reines de cette fédération. Et quand on dit, ouais, quels sont les... Est-ce que le kettlebell sport, le kettlebell lifting, le J-revois peut être considéré comme un sport de force? Je pense que oui, mais ce qui développe le plus pour moi là-dedans, c'est clairement la force mentale, quoi. Si on peut dire ça comme ça. Ça, c'est vraiment pour les 2 épreuves phares. Par la suite, en fait, au moment du Covid, il y a eu, en tout cas du rhume-19 pour éviter en fait, de se faire bannir sur les différents réseaux sociaux. Ce qui s'est passé, c'est que Stéphane Dauvergne, le président de la fédération, s'est dit « Ok, si on continue comme ça, on va avoir un public qui va descendre et la fédération est vouée à mourir. Il nous faut une nouvelle arrivée de jeunes sportifs et un public qu'on n'a pas encore touché. » Et là, il a créé ce qu'on appelle les IKMF Games. Les IKMF Games, c'est 10 minutes, parce que ce qui freinait beaucoup pour arriver dans la fédération, c'est se dire, purée, tenir 30 minutes ou 60 minutes sans poser au sol, mentalement, il faut être complètement perché, je ne saurais jamais faire ça. Et on avait bien conscience que ça devenait de plus en plus un problème et qu'il faut être en mesure de s'adapter. Donc, il a créé les IKMF Games, 10 minutes. On n'est pas obligé de tenir les 10 minutes et les répétitions sont comptabilisées si on pose avant le temps final. Mais là, ce sont des kettlebells beaucoup plus lourdes. Évidemment, c'est adapté en fonction des tranches d'âge. Les catégories de poids sont, enfin, le champ de répétition à atteindre pour atteindre un certain palier, un certain titre honorifique ou autre, on y reviendra plus tard, sont à atteindre en fonction de plusieurs critères, dont la catégorie de poids de corps, l'âge, le poids des kettles qu'on va utiliser. Mais majoritairement, en fait, dans ces épreuves-là, on lift avec 2 kettlebells, soit à 2 x 24 chez les hommes, soit 2 x 20 chez les femmes, il me semble. Ou alors, on lift avec une kettlebell de 40 kg pour les hommes et 28 kg pour les femmes. Donc c'est quand même des très grosses charges, et c'est beaucoup plus spectaculaire aussi quand on veut suivre un petit peu le sport des kettlebells, parce que c'était un deuxième point sur lequel Stéphane, donc le président, voulait rebondir, c'est qu'il dit, quand on regarde notre sport, on n'a pas envie de le regarder. Ce qui est normal. Moi, j'ai pas envie. Moi, je suis passionné de ce que je fais. J'aime beaucoup ce que je fais. J'y vois un plaisir aussi, l'envie de me surpasser. Mais c'est vrai que c'est pas plaisant à regarder quelqu'un qui fait toujours la même chose pendant 30 minutes ou 60 minutes. Et quand on voit déjà ces défis-là qui viennent, on se dit 10 minutes, c'est quand même beaucoup plus court. Il y a une stratégie qui se met en place. Il y a déjà plus d'attrait en fait à regarder la performance, quoi. Et enfin, il y a le pentathlon. Pentathlon avec 1 ou 2 kettlebells. Là, en fait, c'est un mécanisme d'intervalle, en fait. Soit, quand on est avec une kettlebell, c'est 6 minutes de travail, 5 minutes de récup, 5 mouvements, clean et strict press, jerk, half snatch, push press, un plafond de répétition à atteindre en déant ces 6 minutes de travail. On a le temps à chaque fois de récupérer. On choisit le poids des kettles pour chaque mouvement.
et ça vaut un certain nombre de points. Si on pose la kettle avant le temps, c'est quand même comptabilisé. Et là, c'est sans doute l'épreuve qui a le plus de succès pour le moment, parce qu'on voit des gros gabarits débarquer qui livrent des kettles de 48, qui font des jerks à 40, etc., qui bombardent ça à 20 répétitions par minute pendant 6 minutes. C'est vraiment super impressionnant, ça bouge bien, ça gueule, etc. Et c'est vraiment cool, quoi. Et il y a ce même format en double, donc avec 2 kettlebells. Les plafonds de répétition sont fortement revus à la baisse. C'est les mêmes mouvements, mais avec 2 kettles. Et à ce moment-là, c'est 3 minutes de travail et 3 minutes de repos. C'est notamment ce que j'ai compétité au Danemark ici en mai pour le championnat du monde partie 1. Donc, si je peux résumer, Ouais. le semi-marathon et le marathon qui sont les 2 épreuves dites un peu ancestrales. Exact. Ensuite, on a les 2 formes de pentathlon, une fois avec une seule kettlebell et puis avec 2 kettlebells. Exact. Et puis on a celle avec les kettlebells plus lourdes, j'ai oublié le nom, IKMF Games. KMF Games, qui, c'est, rappelle-moi, une kettlebell de 40 et une kettlebell de... 28 kilos pour les femmes. Ouais. Et donc là, tu as effectivement ces mouvements-là. Et dans les games, tu as aussi le travail en double. Et là, c'est plutôt 2x24 et 2x20, il me semble. Ok, donc grosso modo, on a 2 épreuves traditionnelles et puis 2 formes d'épreuves qui se sont rajoutées par la suite après Covid. Voilà, c'est ça. Okay. Pour le format, évidemment, IKMF, pour la fédération IKMF. Ok, et au niveau des compétitions, comment ça s'organise? Parce que tu as parlé de 15 championnats de Belgique. Oui, j'ai actuellement 15 titres de champion de Belgique. Et alors, on peut se dire, comment tu fais à 30 ans, alors que tu as commencé à 24 ans, d'avoir 15 titres de champion belge, par exemple, tu vois? Et là, on peut se dire... Tu as falsifié les données. On peut se dire que j'ai falsifié les données. Voilà. Ce qui est une bonne possibilité. Mais je n'ai pas falsifié les données. En fait, ce qui se passe, et ça c'est pour amener davantage de compréhension à tout cela, c'est qu'il y a des championnats de Belgique forcément qui sont réalisés comme qualification avant les championnats du monde. Par exemple, les championnats du monde, là, il y a 2 parties aux championnats du monde. Il y en a une en fin avril, début mai à chaque fois, et une dans le courant du mois de novembre. Et avant ça, forcément, il y a les qualifications et les championnats de Belgique qui permettent ensuite de partir ou non à l'international. Si tu veux te qualifier dans plusieurs épreuves, il faut que tu fasses forcément ces différentes épreuves au championnat de Belgique. Si tu gagnes et que tu atteins certains minima, forcément, dans différentes épreuves, tu peux par exemple au championnat de Belgique, ici par exemple, tu gagnes le double pentathlon et puis tu fais un semi-marathon et tu gagnes aussi dans la même journée, ça te fait déjà 2 titres de champion de Belgique par exemple. Tu vois ? Donc forcément, c'est beaucoup plus fatigant pour un athlète de faire 2 épreuves pareilles, avec un gros volume d'entraînement, pour ensuite viser d'autres objectifs sportifs au niveau international. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'au sein d'une compétition, un jour de championnat de Belgique, tu peux faire plusieurs épreuves et gagner jusqu'à 3 titres de champion de Belgique, par exemple. Voire même plus si on a un athlète qui est super fort, super hybride et qui arrive à tout gagner. Par exemple, le fameux sportif hybride, quoi, voilà. Tu vois, au sein de la même discipline, quoi. Tu vois. Okay. Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu, mais avec le temps, forcément, le niveau monte de plus en plus, et c'est pour moi très difficile de On doit se concentrer principalement sur une épreuve, éventuellement 2. Voilà, c'est ça. Ce qui, avant, j'étais en mesure de faire aller, par exemple, un games plus un semi, ça matchait plutôt bien, ça allait, ça me fatiguait pas trop. Maintenant, c'est plus possible, donc voilà. Okay. Et donc, championnats de Belgique qui vont être organisés à Leuson-Hainaut, c'est ça? Alors, pas confondre championnat de Belgique et championnat du monde organisé en Belgique, mais effectivement, le championnat du monde, cette année, la 2e partie, va être organisée à Leuze Arena, donc Leuson-Hainaut. Donc, le championnat du monde, c'est une fois par an, c'est ça? Oui, c'est ça, une fois par an, mais il est en 2 parties. Donc, tu as 2 parties. Donc, première partie qui était au Danemark. Voilà. À laquelle tu as participé. C'est ça. Tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. C'était un peu chaotique la fin de préparation. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le recul, la préparation physique en tant que telle, elle était très bonne, je pense. Je me suis senti bien. Mais il y a eu un problème majeur, c'est que moi, je ne contrôle pas tous les paramètres de ce qui va m'arriver. Je suis pour le moment dans des démarches d'achat de biens immobiliers. Et ça apporte énormément de stress. Et tu l'as ressenti? Ouais, les facteurs de stress, ça joue beaucoup en fait sur le domaine de prépa. Et donc forcément, ça amène à moins de sommeil. Je ne dis pas que c'est ça qui a fait qu'à un moment, à 10 jours de partir, je me suis retrouvé blessé au niveau de l'épaule. Je ne me suis pas senti bien.
Finalement, on a su faire une prise en charge relativement rapide, mais je ne suis pas parti à 100%. Pourtant, j'ai fait un super résultat à la fin parce que j'ai su me reposer juste au moment qu'il fallait, savoir faire une petite recherche qui m'a fait du bien aussi. Et à ce moment-là, j'ai fait un titre de vice-champion du monde et un deuxième titre honorifique World Class. Donc globalement, tu es content du résultat? Je suis super content. Je pense que j'aurais peut-être pu faire un hold-up, mais j'ai absolument pas... Pas de regret? Non, zéro regret. Franchement, la personne a été meilleure que moi à ce moment-là, quoi. Voilà. On parlait de préparation pour des compétitions. Comment ça se déroule de ton côté? Comment une journée type pour toi, peut-être? Comment tu changes à l'approche de la compétition? En fait, on a toujours tendance à penser qu'on se prépare comme un athlète olympique ou quoi que ce soit, mais c'est pas un sport olympique déjà. Je suis pas quelqu'un qui se casse la tête ou quoi que ce soit, donc Ta préparation est simple. la préparation est simple et c'est pour ça que ça marche, hein, je pense, hein, quelque part. C'est-à-dire que, évidemment, quand je m'approche de plus en plus de la compétition, je me focus, il y a d'autres choses que je mets en place, mais globalement, je tourne autour de 4 gros entraînements par semaine. Qui ne sont pas uniquement que 4 entraînements de kettlebell. Voilà, exactement. En fait, le kettle, c'est quand même ce qui me fatigue le plus actuellement, je pense, dû au volume que ça engendre. Mais effectivement, il faut coupler ça à du travail de renforcement aussi. Et donc là, je tourne principalement des sessions de full body. Donc voilà, ça se passe. Ça, c'est pour la période qui approche la compétition ou plutôt Non, ça c'est de manière générale. Ici, ça a un tout petit peu changé. Je suis à 3 sessions de renfort par semaine et une session de kettle parce que j'ai besoin de lâcher un petit peu mentalement sur cet outil-là. Je sature, ouais, voilà. Et j'ai pas envie. Ça veut pas dire que j'ai envie d'arrêter, mais ça veut juste dire qu'à un moment, je sens le besoin de relâcher un petit peu la pression là-dessus. Et plus tu approches la compétition, plus le kettle prend une place importante. Je peux passer potentiellement à une 5e session, mais en fait, déjà, en dehors de tout cela, peut-être j'ai amélioré ma marche, en fait, hein, mon volume de marche. Je vais marcher un petit peu plus ou quoi que ce soit, mais je compte pas ça dans mes sessions d'entraînement à proprement parler, quoi. Donc, voilà, quoi. Ok. Et est-ce que tu mets des interventions en place qui sont pas spécialement connues ou un peu spéciales? Est-ce que tu prends une douche froide le matin Je fais de la ventousothérapie, quoi. Je fais de la ventousothérapie le matin, puis après je mets en place des étirements passifs durant mon échauffement, mais je fais en sorte de bien dépasser 2 minutes, etc. Donc voilà, comme ça c'est de manière optimale. Je suis optimal pour la performance, quoi. Non, je mets rien en place de tout ça, j'essaie juste de... Je dis bien j'essaye parce que des fois c'est beaucoup plus compliqué, c'est m'éloigner un petit peu plus des écrans pour favoriser le sommeil. Mais dans la pratique, il y a des fois je le fais pas, clairement. Sinon, pas d'intervention particulière. Je suis un tout petit peu plus strict, je garde un certain niveau de flexibilité, hein, mais un petit peu plus strict, notamment sur la pesée de mes aliments, parce que forcément je suis dans une catégorie de poids et je regarde pas tout le temps ce que je mange en période off. Quand je dois, par exemple, m'approcher des compétitions, j'ai besoin d'avoir un peu plus de mesures pour me rassurer aussi. Mais sinon, en dehors de ça, favoriser le sommeil, une alimentation un petit peu plus carrée sur l'alimentation sans tomber en fait dans des troubles, si on peut appeler ça comme ça, je sais pas. Okay. Et voilà quoi, c'est être carré dans son entraînement aussi. Je favorise l'entraînement en fait, clairement. Donc si je peux résumer, toujours la même chose, tu es assez flexible tant que tu es loin d'une compétition. Et plus tu te rapproches, tu es un petit peu plus strict avec toi-même et peut-être que tu vas moins être susceptible de rater un entraînement ou oui, de manière générale, en fait, c'est très rare que je rate un entraînement parce que je sais que ça me fait fondamentalement du bien dans ma routine de travail. Surtout quand je commence tôt le matin, je finis tard le soir. Ça dépend de ce qu'on appelle tard, mais des fois, les coachings, ça va jusqu'à 21h. Donc, ça dépend un petit peu. Et quand je dis flexibilité et un peu plus strict, je ne suis pas au point de dire « Ah là, c'est exactement 120 grammes ». Si je vois que c'est 113 grammes ou 105 grammes et qu'une fois, il y a 15 grammes qui sautent,
fondamentalement, c'est pas grave tant que la routine reste relativement positive pour moi. Donc, strict, oui, sur la mesure, mais je garde un certain degré de flexibilité. Si par exemple, je sors du travail et qu'on me dit ouais, tu viens boire un verre, je vais pas commencer à boire de l'alcool, mais voir du monde va me faire du bien. Je sais que ça va me faire du bien et pas m'enfermer chez moi. Je vais pas être strict dans ce sens-là. Je vais être beaucoup plus strict sur ma routine, mais sans délaisser des points que je considère importants pour mon bien-être. Et si je suis bien, personnellement, je serai bien pour mon entraînement. Ok, suffisamment strict pour performer, mais pas trop non plus pour aussi apprécier ta vie au quotidien. Ouais, c'est ça. Ok, on a parlé du kettlebell, Ouais, on a parlé du fait que tu étais coach. ouais. Est-ce que c'est un outil que tu utilises avec des gens qui ne sont pas issus du kettlebell sport dans tes coachings, par exemple? Par exemple, tu coaches ma mère, est-ce que tu lui inclus des kettlebell swing? Franchement, je n'oserais pas, tu vois. Un peu de kettlebell snatch, tu vois. Snatch, c'est beaucoup plus complexe, elle arrache, etc. au quotidien. Non, je déconne. Mais non, je n'emploie pas l'outil kettlebell. Je pourrais l'employer. Pour faire découvrir d'autres aspects en fait, du coaching. Mais là où ça marche le mieux au niveau de ma clientèle, c'est principalement le travail de renforcement sur machine et poids libre. Et ça leur correspond mieux. Donc c'est vrai que lorsque je coach en cross-training, je l'utilise parce que le cadre s'y prête. Mais sinon, de manière générale, là actuellement en personal training, je ne l'utilise pas. Maintenant, s'il y a une demande qui se fait, oui, pourquoi pas. Si on veut apporter un côté plus fun dans l'entraînement, parce que ça peut être considéré comme un aspect plus fun, si on n'a pas envie de faire 30 minutes de cardio en fartlek ou quelque chose comme ça, enfin en variance de rythme aléatoire ou quoi, il n'y a pas de souci. On peut amener d'autres outils qui vont faire que ça peut paraître plus fun. Mais je n'utilise pas là à proprement parler avec mon personal training parce que le personal training que j'ai actuellement, c'est principalement des go muscu ou des personnes qui aiment aller en salle de musculation traditionnelle et que ça convient très bien comme ça, quoi. Ou des débutants Ou des débutants, voilà. qui pourraient profiter d'une kettlebell, mais qui n'est pas un outil indispensable. Voilà, mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pas un outil indispensable. Et souvent, on a dit, ouais, il coach qu'en kettle, machin. Ben non, c'est pas du tout ça. Je veux dire, moi, je m'intéresse beaucoup à l'hypertrophie aussi. Après, j'ai découvert le kettle, c'est un outil que j'ai apprécié, mais c'est pas du tout un outil indispensable. Je vais pas dire ouais, c'est le meilleur outil, c'est ça que vous devez faire absolument. Ben non, en fait, hein, voilà, c'est un outil, quoi. C'est tout. Alors, tu vas m'engueuler, mais j'ai vendu mes kettlebells qui étaient du format olympique. Tu te rappelles celle que j'avais? Scandale. Scandale. Tu peux me dire quelle est, par exemple, la différence qu'on pourrait retrouver avec des kettlebells avec de différents formats et on peut aussi retrouver, je pense, avec différents fonds? Oui. En fait, il y a plusieurs aspects hein, au niveau des kettles. Il y a les formats, ce qu'on appelle Iron Cast, et des formats de kettlebell compétition qu'on retrouve. En fait, c'est les formats colorés. Donc, les kettlebells de compétition, si on a envie de faire de la kettlebell de compétition et qu'on s'intéresse à la discipline sportive, oui, il vaut mieux se tourner vers des formats de compétition. Cependant, il y a un problème quand même majeur dans ces formats-là, c'est que forcément, c'est plus grand. Donc pour des personnes de petite taille, ça peut être problématique. Ça peut être effectivement problématique et donc à ce moment-là, des kettlebell Iron Cast, en tout cas par rapport à un certain niveau, notamment un débutant, une 12 kg en format compétition, je veux dire, c'est plus ou moins ceci. Pour ceux qui regardent, en tout cas sur YouTube, hein. En format audio, ça risque d'être difficile à analyser. Et un format Iron Cast, des fois, c'est comme ceci aussi. Au sein de ces formats Iron Cast et compétition, il y a plusieurs modèles qui diffèrent, notamment la taille de la hanse, la largeur de la hanse. Voilà, par exemple, le modèle chez Decathlon, ça ressemble plus à des poignées de porte qu'une kettlebell, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que tu pourrais déconseiller. Moi, j'ai tendance à le déconseiller parce que, au niveau de l'insertion de la main dans la hanse de la kettle, ça peut s'avérer vraiment fortement désagréable. Mais là, c'est une recommandation que tu ferais pour le kettlebell sport, pas pour un individu qui voudrait Voilà, c'est s'amuser ça, avec mais des kettlebells. c'est exactement ça. Donc, mais pour un individu qui veut faire un peu de fitness chez lui, qui n'a pas besoin de dépenser énormément d'argent,
un format Ironcast peut très bien convenir, il n'y a pas de souci, ça fera largement les bases pour faire les mouvements en fait, qu'on peut retrouver en kettle ou des dérivés, genre des goblet squats ou autres. Il n'y a pas besoin de claquer de l'argent qui coûte d'ailleurs beaucoup plus cher pour les formats compétition, quoi. Donc ça, c'est vraiment les fondamentaux. C'est regarder au niveau du budget qu'on est prêt à mettre pour l'outil kettle et savoir vers quoi se diriger. L'Ironcast coûtera d'office moins cher, donc tout ce qu'on voit, notamment un peu les modèles chez Rogue de base, pas les formats compétition qui se distinguent en fait principalement par, peu importe le poids de la kettlebell, ça reste le même modèle, ça reste la même largeur, la même taille, entre guillemets. Et c'est ça qui est important, c'est que dans le niveau de pratique, on n'est pas perturbé en fait par un changement d'insertion de main, par la hanse qui diffère, on se retrouve plus ou moins toujours sur la même mécanique de mouvement, peu importe le poids. Ça, c'est l'avantage des formats compétition, mais encore une fois, ça coûte beaucoup plus cher. Et puis comme il y a différents poids au sein d'une même compétition, il faut standardiser pour que Voilà, c'est la standardisation qui est importante. pouvoir évaluer les différentes performances. Mais pour une personne qui veut juste faire attention à sa santé, il n'y a pas d'intérêt réel à mettre un gros budget dans des formats compétition. Ça, c'est pour, en tout cas, la différence principale entre le Ironcast et le format compétition. 1, le budget, 2, l'objectif, et 3, éventuellement la morphologie quoi, de la personne. Donc Ironcast, c'est toutes les kettlebells qui ne sont pas au format compétition, c'est ça? C'est principalement les formats un petit peu noirs, comme Ok. ça. Mais, On peut retrouver dans le CrossFit. voilà, mais le problème, c'est que plus tu avances dans les tailles, forcément, moins c'est standardisé. Et à la fin, tu te retrouves avec des formats, allez, prends un athlète style CrossFit de 48 kg avec une boule comme ça et une hanse comme ça. Ouais, c'est pas ouf, quoi, hein, pour simplement la prise en main, quoi. Mais c'est stylé. Mais c'est stylé, c'est instagrammable. Voilà. Voilà. C'est ça qui est important. Tu peux nous parler de kettlebell à fond plat et à fond creux? Ouais, je peux en parler. Ça se retrouve principalement au format compétition. Purée, c'était une excellente idée de t'avoir en tant que présentateur. C'était une excellente idée. Format fond creux, format fond plein. Donc, c'est principalement le centre de masse. En fait, à la conception de la kettlebell, en fonction du coût et du matériel à disposition, on retrouve des formats à fond creux. Donc, quand on retourne la kettlebell, on voit un espèce de trou en fait, au milieu. Et à l'intérieur, il y a forcément un poids qui permet de dire, ah ben cette kettlebell, elle pèse 12 kg, 16 kg, etc. Et le format fond plein, le poids, que ce soit du plomb ou autre, hein, il est dans le fond de la kettlebell. Et c'est là qu'on ne voit pas nécessairement le trou. Ça diffère quoi? C'est ce qu'on appelle le centre de masse. C'est qu'en fait, le centre de masse, soit il est plus proche de la hanse, soit il est plus éloigné de la hanse. Et donc forcément, ça engendre quoi? Sur le fond plein, il est plus éloigné de la hanse. Sur le fond creux, à la conception, il est plus proche de la hanse. Ça augmente donc le bras de levier et ça demande un moment de force plus important. Donc, lorsqu'on se retrouve en position overhead, donc au-dessus de la tête, le bras de levier diffère forcément et vu que le poids est plus excentré, le bras de levier sera plus important et donc le moment de force sera plus important. Et donc, au niveau du ressenti de l'athlète, ce qui va jouer, c'est quoi? C'est qu'on a l'impression parfois que pour un même poids de kettlebell, la kettlebell à fond creux, on a plus d'aisance dans le mouvement, on a plus de facilité, elle nous semble plus légère pour le même poids. Mais encore une fois, qu'est-ce qui diffère? C'est le coût en fait. Hein. Souvent, je dis bien souvent, dans la majorité des cas, la kettlebell à fond creux, ça coûte plus cher. On regarde les modèles Lasertosus, c'est un super modèle. Hein, on fait une comparaison, de savoir un peu de quoi on parle. On parle à des powerlifters ou des haltérophiles, ils vont jurer que parer l'écho dans la majorité des cas, et ils ne vont pas aller chez Domios, quoi, tu vois. Pourtant, ça reste une barre. Chez nous, ça reste des kettlebells, mais effectivement, il y a des modèles qui semblent mieux que d'autres, et cet intérêt-là est venu, en fait, parce qu'effectivement, il y avait des échanges autour des athlètes qui disaient « Ah, ça, ce sont des kettlebells que j'aime pas. Ah, ça, celle-là, c'est le top du top. » Et je dis « Pourquoi, en fait? Ah, j'ai l'impression que ça semble plus léger, alors que c'est la même charge, etc. » Et c'est principalement ça la différence majeure en fait, entre le fond creux et le fond plein. Maintenant, si on sait favoriser en tant qu'athlète le fond creux, pour moi ça me semble mieux, c'est plus optimal. Mais je pense qu'il faut
faut pas faire de la branlette intellectuelle là-dessus. Le plus important, c'est quand même de lifter, quoi, au final. Donc, Et en compétition, c'est quel modèle qu'on retrouve? bah, c'est ça le problème, c'est que d'une compétition à une autre, il n'y a pas tout qui est standardisé avec le même matériel, quoi. Donc, en fonction de l'organisateur, on se retrouve principalement avec soit du fond plein, ce qui était le cas ici au Danemark, et ça m'a pas empêché de faire un super résultat. Je suis très content de ce que j'ai fait. T'as pas ressenti une énorme différence? Non, mais il y a quand même un truc qui m'a surpris, c'est qu'en fait, en fond plein, c'est pas la première fois que j'ai l'impression que le poids se détache et qu'on a l'impression que ça se promène au sein de la paroi de la kettle. Et ça, c'est par contre extrêmement désagréable, quoi. Tu as l'impression qu'il y a un poids qui bouge. Donc quand tu cleans et que la kettlebell est cassée, ben, tu as l'impression que le poids t'excentre beaucoup plus quand tu dois faire ton clean ou quoi que ce soit. Et ça, c'est un vrai problème par contre. C'est déjà arrivé que des poids en fait se cassent parce qu'on pose la kettlebell trop violemment, mais ça reste rare, quoi. Et c'est pour ça que tu mets des aimants en dessous de tes kettles, c'est pour pas que ça casse. Alors ouais, ça c'est une autre remarque aussi, c'est que les aimants que je mets, qu'on voit, c'est qu'il y a différents types d'aimants, différents types de modèles. Il y en a un qui vient s'insérer forcément, qui s'adapte au fond creux ou au fond plein. Et c'est souvent, il existe des aimants de 1 kg, mais ça j'y vois pas trop l'intérêt, mais des aimants de 2 kg qui permettent en fait des kettlebells de poids intermédiable à un budget beaucoup moins grand. Mais encore une fois, le principe des aimants, c'est quoi? C'est que oui, ça coûte moins cher, mais quand on va se retrouver sur une position au-dessus de la tête, ben on va avoir ce sentiment que forcément le poids est excentré et qu'on doit mettre plus d'efforts en fait pour maintenir la position au-dessus de la tête parce que le poids nous attire vers le bas. Voilà. Mais c'est vraiment une solution intéressante quand on n'a pas d'espace par exemple ou qu'on est en cabinet de kiné ou quoi que ce soit, qu'on a besoin d'avoir des poids intermédiaires ou autres ou qu'on a moins de budget, ben effectivement les poids, les aimants de 2 kg, c'est intéressant. Voilà. Ok, en termes de mouvement, un mouvement qui est connu, c'est le swing. Ouais. Deux types de swing. Tu me dis si je dis pas de conneries. Ouf, il y en a tellement plus. Ok, bon, je commence. Ne rejetons pas l'hypothèse nulle. Je commence et après tu me corriges. American Swing, qui a été popularisé par le CrossFit, Ouais. et Russian Swing, qui est le swing traditionnel que vous pouvez employer dans vos entraînements. Ouais. Donc, American Swing, on finit overhead, Ouais. tandis qu'avec le Russian Swing, on finit environ parallèle au sol. Ouais, on peut dire ça, ouais. On peut dire ça. Effectivement, en fait, quand je dis qu'il y a plusieurs swings différents, il y a une multitude de swings, comme il y a de tête plus d'une vingtaine de grips différents qu'on peut retrouver dans le kettle. Il y a aussi les mécanismes de false grip et autres, comme on peut voir. Mais pour revenir au swing, en fait, ceux que tu as cités, c'est les plus populaires. Après, on peut partir sur bell swing, high swing, shrug swing, swing alterné, swing d'une main, swing de main. Nous, on va s'attarder sur les deux que tu as cités. Les différences et lesquelles je favoriserais, pour moi, ça c'est clairement de l'observation en fait. C'est clairement de l'observation que j'ai constaté quand j'avais les cours de kettlebell à l'époque à Bruxelles. C'est que quand tu demandes un American Swing, en fait la mécanique change fortement. L'idée en fait du swing de base, c'est favoriser l'extension de la hanche. Donc c'est pour ça que moi je suis beaucoup plus fan personnellement de ce qu'on appelle le Russian Swing. Mais en fait Russian Swing, American Swing, ce sont que des termes commerciaux pour distinguer un mouvement d'un autre. Tu vois, un swing c'est un swing, qu'on le veuille ou non. Et en fait, lorsqu'on passe en American Swing, souvent les gens ont tendance à être beaucoup plus verticaux et font carrément un tirage vertical et délaissent en fait par moment ce mouvement d'extension de la hanche de manière horizontale pour monter la kettlebell le plus vite au-dessus de la tête. Mais alors on retire potentiellement les bienfaits. Est-ce que ça veut dire, en tout cas, ce pourquoi on a envie de travailler le swing en tout cas? Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter l'American Swing? Non, si tu fais du CrossFit, c'est quand même bien de l'inclure dans sa pratique. Maintenant, c'est bien aussi si tu as envie de varier un petit peu dans tes circuits training à la maison, des choses comme ça. Ok. Mais l'idée du swing au départ, c'est quoi? C'est la base. Après cette base, on se tourne vers des mouvements de plus en plus complexes pour s'améliorer. Et en fait, ça a toujours été comme ça. Là, tu parles de la base pour pratiquer les autres mouvements, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée en fait du swing de départ, c'est favoriser cette compréhension de l'extension de la hanche, puis apprendre à monter de plus en plus haut, puis apprendre à le faire à un bras pour ensuite se diriger vers quoi? Le mouvement de compétition, le snatch. Et en fait, c'est toujours le même mécanisme, c'est que j'ai expliqué tantôt que le kettlebell sport, c'était un dérivé de l'haltérophilie,
Et on retrouve dans ces mouvements des travaux semi-techniques, comme le fait en haltérophilie. Donc, quand moi j'ai commencé, on s'est dit, ouais, mais de toute façon, c'est 30 minutes, le max de répétition, et puis ça s'arrête là, et c'est un sport complètement fou, il faut être complètement pété du cerveau pour faire ça. Oui, c'est vrai, il faut être en partie pété du cerveau pour faire ça. On va pas se mentir, c'est un peu ce que je suis aussi. Mais, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas que ça, c'est comme dans la boxe. Oui, c'est souvent les mêmes mouvements qui reviennent, je suis d'accord avec ça, mais il y a beaucoup plus pour arriver à ces mouvements et optimiser ces mouvements et performer sur ces mouvements. Et c'est un mouvement que moi-même, je n'enlève pas. Si, logiquement, tu es beaucoup plus fort en swing russe, donc au niveau de la taille, nombril, poitrine, peu importe. Ce qui est logique parce qu'il y a moins de distance à parcourir. Voilà, c'est ça. Et que le snatch. Mais si tu veux améliorer ton snatch, il faut aussi améliorer ton swing. Et donc voilà, et si tu veux être porté plus lourd sur ton snatch, ben, il va falloir jouer sur la puissance que tu peux dégager sur des swings. Et travailler des swings lourds, ça a une importance aussi, par exemple. Voilà. Donc, si je peux résumer, d'après toi, en tout cas dans le cadre du kettlebell sport, l'American Swing sort un petit peu de l'objectif premier Pour moi, oui. de l'utilisation du swing. Pour moi, oui, clairement. Ça ne veut pas dire qu'il faut le délaisser si on fait du crossfit ou si on a envie de s'amuser un petit peu, mais pour moi, oui, il sort de l'intérêt du swing. Et est-ce que... En fait, par rapport aux dérives que j'ai pu observer, c'est ça que je veux dire, c'est que peut-être qu'on peut très bien le faire, mais on voit clairement que l'extension n'est pas favorisée en premier lieu. Quand je dis l'extension horizontale. Et est-ce que ça a été inventé par le CrossFit, l'American ? J'ai l'impression que c'est le CrossFit qui l'a réalisé. C'est l'impression que j'en ai. J'ai pas l'impression que c'est un mouvement qui nous vient en fait des athlètes de Girevois. Il y avait un mouvement qu'on appelait Prochka à un moment, qu'on a revu dans les formations KSC. Et ce mouvement Prochka se rapproche le plus du mouvement American Swing, sauf que en fait l'idée c'était mettre la anse au-dessus et que la boule de la kettlebell en fait était vers le bas plutôt que vers le haut en American Swing. Voilà. Il y a un autre aspect aussi qui est important à prendre en compte entre la comparaison de ces deux mouvements. C'est dans le cas de j'allais dire pathologie, mais je pense que c'est malvenu. Dans le cas de syphose, par exemple, je pense que le Russian Swing, au moins s'arrêter à hauteur ceinture, ça ne sera pas nécessairement délétère. Ou en tout cas, je vais parler de manière plus générale, pas nécessairement de syphose, de mobilité au niveau de l'épaule. On manque peut-être de mobilité à aller dans certains axes au niveau de l'épaule. L'American Swing peut s'avérer beaucoup plus compliqué pour la réalisation de ce mouvement. Là où le Russian Swing, en fait, ça semble ne pas du tout être un problème, quoi. Donc ça, pour moi, c'est aussi un autre avantage du Russian. Pour rappeler que c'est que le Russian Swing n'est pas un mouvement qui est utilisé dans les compétitions, si je ne me trompe pas. Il n'est pas utilisé dans les compétitions. C'est plutôt un mouvement d'assistance en quelque sorte. Voilà, en fait, au début, c'est un mouvement fondamental d'apprentissage, et puis ça devient un mouvement d'assistance avec le temps. Et donc c'est comme ça qu'à terme, en fait, il y a des... Je veux dire, à un moment, on s'était amusé avec Stéphane d'Auvergne aussi. Il avait mis un mécanisme où on mettait des disques parce qu'il n'avait plus de kettle assez lourde. Il avait chargé de façon à savoir faire des swings à 120 ou 130 kilos. Et en fait, on faisait des swings à 120, 130 et les athlètes de Girevois étaient tellement forts qu'ils faisaient ça en série de 15-20, quoi. Donc quand j'entends des trucs, swing à 40 kilos, c'est pour la force. Enfin, moi, je suis désolé, mais ça me fait rire, quoi, parce que je dis des swings en double à 2x32, 2x34, moi, je les fais en série de 20, en série de 30, quoi. Donc pour toi, 40... nous, on fait des formats de compétition en snatch à 40. On fait j'ai déjà fait un semi-marathon à 40 kilos chez moi pendant le Covid, en tout cas pendant cette crise sanitaire. Et il faut souligner que tu n'es pas n'importe qui en kettlebell aussi. La pointure. Voilà. La pointure. Alors qu'on a fait un podcast avec Livio en disant ouais, faut parfois rester humble. Ok, maintenant, on a parlé du swing. Ouais.
autre mouvement un peu populaire, le Turkish Get Up. Ouf. Tu vas me foutre dehors, c'est ça? J'ai dit un mauvais mot là. Tu, Oh tu, là, fais, ok, bon. tu fais de la Tu vas boxe. nous expliquer ce que c'est d'abord, et puis tu vas nous dire si ça a une utilité dans les sports des combats, parce qu'on entend que, eh bien, se lever avec une grosse haltère au-dessus de sa tête, c'est génial pour les sports de combat. T'en penses quoi? Ben, on va jouer au ping-pong si tu veux. Bon, déjà, explique-nous le mouvement. Donc on démarre comment? Le Turkish Get Up, on démarre du sol. On a un mouvement de presse unilatéral, en fait, hein, comme un développé couché, un floor press unilatéral. Donc on démarre bras tendus. Voilà, c'est ça. C'est quoi? C'est un mouvement, un assemblage de mouvements où on commence, on peut dire en floor press unilatéral avec une kettlebell ou des fois un autre outil. Et l'idée, c'est de se relever en travaillant dans différents plans et finir en position overhead split squat, finir en position debout et puis revenir dans la position initiale. Maintenant, tu me demandais, est-ce qu'on voit un exemple en fait est-ce qu'il y a un exemple en fait dans les sports de combat? Pourquoi est-ce qu'on pourrait l'utiliser ou quoi que ce soit? Mais j'ai envie de dire, bon, on peut faire un effet ping-pong si tu veux. Je pense que tu fais de la boxe. Est-ce qu'à un moment donné, dans une préparation spécifique, comme dirait Stéphane d'Auvergne, t'apprends à te relever après un KO? C'est mieux de savoir se relever. Mais ça dépend toujours du coup que tu as pris, plutôt que ton gainage. Donc en fait, le Turkish Get Up, si on est athlète de Strong First, je pense que c'est important de le mettre dans sa pratique. Est-ce que tu peux expliquer Strong First parce que... Oui, c'est un organisme qui a été créé, il me semble, par Pavel Tsatsouline. Et en fait, il y a une communauté qui s'est créée autour de ça, qui a popularisé, qui a joué un rôle majeur dans la popularité de l'outil kettlebell. Et donc, ils ont même certaines épreuves, en fait, pour les certifications ou des challenges. Et il y a des compétitions aussi. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme des compétitions, mais je pense que oui, peut-être. En tout cas, il y a des challenges à proprement parler là-dessus. Mais il n'y a pas de champion comme dans votre discipline. Il me semble que non, mais je n'ai pas assez de recul pour l'affirmer. Donc, à mon avis, il y a des personnes chez Strong First qui sauront me rattraper ici, qui le mettront en commentaire ou qui viendront en discuter. Ça, c'est avec grand plaisir, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et donc, pour moi, le Turkish Get Up, ils en ont fait quand même un mouvement important et il faut le pratiquer quand on est chez Strong First. Il n'y a rien à faire. Je pense qu'il est nécessaire dans les certifications au moins. En tout cas, c'est ce qu'il me semble pour la 1 ou la 1 et la 2, enfin, à revoir. Concernant les athlètes des sports de combat, souvent, ce qu'on entend, c'est ouais, c'est un super outil pour le gainage. Je dis oui, ok, mais est-ce que la question à se poser, c'est est-ce que vraiment ce travail spécifique de gainage joue un rôle dans le développement en fonction du niveau du pratiquant? Est-ce qu'on est obligé de travailler le corps? Et est-ce que c'est vraiment une importance capitale dans la performance? Première chose, moi, personnellement, j'ai pas l'impression. En plus, on le retrouve relativement au quotidien quand tu fais du squat ou autre. Deuxième chose, c'est notamment au niveau de la mobilité de hanche. Oui, c'est très bien, mobilité de hanche, mais si tu veux travailler les différents plans et travailler ta mobilité, la mobilité, pour moi, c'est quoi? C'est savoir exercer de la force dans des amplitudes contraignantes. Tu restes quand même dans un pattern de mouvement où... tu es dans ta zone de confort et à ce moment-là, ça devient forcément, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal en termes de mobilité. Si tu veux travailler les différents mouvements de ta hanche, l'extension, flexion, abduction, trouve des outils comme la multi-hip par exemple, qui te permet d'amener de la contrainte sur ces mouvements-là et ça me semblera bien plus optimal en fait, si tu veux travailler sur la hanche de manière générale. Et enfin, c'est le niveau de vitesse. Pour un pratiquant de combat, je veux dire, l'intention de vitesse en Turkish Get Up, on est proche du niveau de médiocrité pour moi, quoi. Donc, tout ça fait que c'est pas exactement ce que je préconise. Je le mets pas dans la pratique. Ça répond pas aux attentes des sports Selon moi, non. Ça, c'est mon avis. Maintenant, il y a l'exemple de Kelly Pinson que j'encadre, qui est une athlète de JJB, qui a fait vice-championne d'Europe ici durant le mois de mai 2024, ici fin mai 2024.
Et elle, en fait, elle sort d'une grosse blessure, notamment déchirure, je pense, au niveau des fessiers. Et donc, il y a eu plusieurs discussions avec ses kinés. Elle a été prise en charge d'une super manière avec l'équipe de kinés et tout ça. Et puis, à un moment, on s'est mis d'accord, forcément, il y a une discussion qui se fait avec les professionnels de santé, et puis on s'est mis d'accord pour progressivement remettre du mouvement dessus. Et ce qu'on remarquait, c'est elle avait mal, en fait, encore sur certaines choses, et elle se sentait limitée dans le mouvement. Et on a eu une stratégie où on s'est dit, on pourrait mettre temporairement du Turkish Get Up, parce que ce qu'on a remarqué, mais ça c'est elle principalement, ça ne veut pas dire que ça fonctionne sur tous les individus, c'est qu'en se concentrant sur la kettlebell, je crois que je l'avais mis avec l'haltère parce qu'elle n'avait pas de kettlebell à disposition, enfin bref, en se concentrant sur l'outil, en gardant un focus sur l'outil durant son mouvement de Turkish Get Up, elle regagnait légèrement en amplitude de mouvement sur sa hanche, sur son split squat, et elle ressentait moins en fait ces douleurs-là en se concentrant sur l'outil. C'est un des mécanismes qu'on a mis en place dans sa phase de réhabilitation, avec la discussion des kinés, mais encore une fois, c'est ultra spécifique, ça arrive tellement rarement, voilà, c'est ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut se fermer à l'outil, je veux dire à la pratique, en fait, le Turkish Get Up, au mouvement. Si on kiffe ce mouvement, pourquoi ne pas le faire? Là, on parle pour le sportif de combat. S'il veut le faire, fais-le à la fin, on va dire, du cours de session, et que tu as envie d'amener un peu plus de fun, ou que tu kiffes, à la fin de la session, je ne pense pas que ça va poser problème. Mais encore une fois, voilà, moi je pense que même d'un point de vue historique, le Turkish Get Up, il me semble que c'est un mouvement qui est issu du cirque au départ. Donc voilà, après, pas à supprimer, mais à remettre dans certains contextes aussi. Donc, si je peux résumer, que ce soit l'American Swing ou le Turkish Get Up, à pratiquer si la discipline implique qu'on doit le pratiquer dans la compétition, bien entendu. Donc, CrossFit et Strong First, c'est ça. Et évidemment, si on veut s'amuser, on peut le pratiquer. C'est pas donc progressivement, c'est pas particulièrement dangereux. Bien sûr. D'ailleurs, je pense que le CrossFit met encore le Turkish Get Up de temps en temps. Et oui, alors un CrossFitter peut très bien mettre du Turkish Get Up dans sa pratique. Ok. Et ce côté ludique et diversifié des mouvements, ce serait pas ça qui manque au kettlebell sport pour être un peu plus populaire, d'après toi? C'est une bonne remarque, mais je veux dire, pour faire un comparatif, pourquoi est-ce que le powerlifting marche alors qu'il n'y a que 3 mouvements? Donc tu veux dire que un sport peut être populaire même avec un panel restreint d'exercices? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Pourquoi le marathon de Paris cartonne autant? Je crois qu'il y a moins de mouvements dans le marathon de Paris qu'en kettlebell sport, hein. Pourquoi ça cartonne autant? Alors on peut dire oui, il y a de la visibilité, il y a les médias, etc. Oui, ok, c'est vrai. Oui, le powerlifting bénéficie de médias, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui fait fondamentalement, parce que c'est vraiment une question que je me suis posée, qu'est-ce qui fait que les choses vont se développer? Pour moi, clairement, je me suis retourné la question dans tous les sens, c'est des clubs, il faut des clubs. Il faut des clubs, il faut faire découvrir cette discipline. S'il n'y a qu'un club en Belgique, par exemple, ça risque d'être difficile de développer quelque chose. Avant la crise sanitaire, il y avait 2 clubs sur Bruxelles. Il y avait notamment en fait, des locations d'espace, c'était via Mindfit. Il y avait le Dynamic Center et ça commençait même, je pense, du côté de Mechelen. Et puis, il n'y a plus rien eu, parce que j'ai quitté Bruxelles, parce que voilà, il y a des choses qui surviennent, etc. Et on a vu un niveau de pratiquants diminuer. Donc je pense quand même que les clubs jouent un rôle majeur et qu'il faut ouvrir des clubs, il faut davantage d'instructeurs, il faut ouvrir les clubs pour développer cette discipline. Parce qu'on peut amener de la visibilité, c'est en fait souvent ça. Oui, non, il manque de la visibilité, c'est pas connu, etc. Mais c'est très bien, on va faire connaître la pratique. C'est très bien, on va aller sur YouTube, on va discuter avec des youtubeurs à 150 000, 200 000 abonnés. Ok, il y a des gens qui vont s'y intéresser. On les dirige où si on n'a pas de club? Vous avez pas? Il n'y a qu'un club en Belgique? Il n'y a que ça? Je sais pas alors. Et donc là, tu perds des adhérents, tu vois, ou des membres potentiellement intéressés. Si tu veux, à un moment, que les choses se développent,
les gens sont quand même friands, je pense, d'un développement one-to-one, d'avoir des contacts et pas juste être constamment en ligne. Mais ça reste un sport qui est quand même extrêmement individuel et très niché. Et je pense que quand on voit le nombre de personnes qui se développent à l'international, tu te dis, il y a des gens qui sont intéressés, il y a des gens qui ont envie de pratiquer, peut-être pas à niveau international, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais il y a des gens qui souhaitent au moins s'y intéresser davantage. Mais on reste bloqué tant qu'en fait, il n'y a pas des gens qui voudront être instructeurs et développer quelque chose. Le problème, encore une fois, c'est que chacun a une vie et demande aux pères de famille qui travaillent 50-55 heures par semaine, qui est en couple, qui a effectivement 1 ou 2 enfants, d'ensuite se pointer à 20h jusqu'à 21h30, fermer, arriver à 22h15, 22h30 chez lui. Enfin, c'est infernal. Dans la pratique, oui, on peut parler de discipline, ce que tu veux, mais c'est pas faisable. Tu vois, sur le long terme, c'est pas faisable. Donc, il faut développer plus de personnes qui ont envie vraiment de faire part à un projet commun, je pense. Je pense que pour moi, c'est ça qui sera l'avenir de cette discipline. Parce que c'est beaucoup plus populaire dans d'autres pays par rapport à la Belgique. Là, tu touches à un autre aspect important. C'est dans les pays d'Europe de l'Est. Les Russes sont payés. En fait, c'est vraiment une discussion qu'on a eue aussi avec Stéphane d'Auvergne. C'est-à-dire que ici, je suis élite, mais je suis élite considéré comme un amateur. Un amateur, pas au sens négatif du terme, c'est-à-dire qu'en gros, je ne gagne pas ma vie avec cette discipline sportive. Certains compétiteurs russes sont également élites, mais sont professionnels. Et en fait, on se retrouve tous les deux sur la scène internationale à compétiter l'un contre l'autre, sauf que l'un est payé pour performer, et l'autre, il est payé par rapport à sa profession et doit s'entraîner en plus pour le même niveau et compétiter l'un contre l'autre. Et c'est comme ça qu'aussi la France a perdu certains de très bons athlètes, notamment Mentin Mihail, super gars, hein, qui est parti pour la Moldavie, parce que la Moldavie, en tout cas c'est l'anecdote que l'on m'a racontée, il était pour l'équipe de France, et il est parti parce que la Moldavie, en fait, a mis quelque chose sur la France, que la France ne pouvait pas rivaliser. Le sélectionneur ne savait pas savait pas s'opposer à cette décision. On propose de lui payer les déplacements, on lui propose une rémunération s'il fait podium. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme ça qu'on perd des athlètes, quoi, tu vois. Et malheureusement, c'est le cas. Donc après, est-ce que j'ai envie, moi, par exemple, d'habiter en Moldavie? Pas trop, quoi, tu vois. Mais Mais voilà, tout ça fait que ça reste des problèmes majeurs. Maintenant, forcément, est-ce que si tu commences à rémunérer tous tes athlètes, ça ne va pas engendrer d'autres soucis, que les gens vont vouloir optimiser leur performance par le dopage. Il y a déjà du dopage chez nous, alors que c'est un sport de niche. Donc, qu'est-ce que tu veux c'est action-réaction, quoi, tout simplement, quoi. Voilà, après il faut voir vers quoi ça engendre. Moi je lis pas l'avenir, quoi. Ok. Et au niveau des athlètes, Ouais. comment tu pourrais reconnaître un bon athlète dans le kettlebell sport? Est-ce que ça va dépendre de l'épreuve ou Ouais. tu as des critères différents en fonction de l'épreuve? Je vais te parler de critères personnels pour moi parce que c'est difficile en fait de... En fait, quelles sont les variables qui prédisent assez bien la réussite dans les compétitions, d'après toi? En fait, une personne qui n'y connaît rien au kettlebell sport, qui va taper par exemple le nom de Jean Van Rissel ou Fabrice Santon à l'époque, ici, donc des gens qui étaient en Belgique, ils vont voir a fini vice-champion du monde, a fini champion du monde, etc. Et on se dit, ah, il est champion du monde, c'est le meilleur, etc. Et pour moi, c'est une mauvaise prédiction du niveau de l'athlète. Parce qu'on peut se dire, ouais, pourtant, il est champion du monde. Mais champion du monde, en fonction de l'adversaire que tu as en face de toi le jour J, tu peux faire une performance que toi, tu estimes pas bonne, mais tu peux finir champion du monde parce qu'il y a plein de paramètres qui sont entrés en ligne de compte. L'athlète qui était face à toi, c'est peut-être sa 2e ou 3e épreuve de la journée. Toi, tu es peut-être frais, mais tu fais une contre-performance par rapport à ce que tu attendais. Et tu te dis, ouais, je ne suis pas fier de moi, mais j'ai quand même fini champion du monde. Ça a été déjà mon cas, par exemple, tu vois. Comment alors reconnaître un athlète, vraiment, même si le titre mondial vaut quelque chose, hein, c'est indéniable, hein, mais
Comment reconnaître vraiment un bon athlète? Pour moi, c'est ses titres honorifiques. Il faut d'abord regarder ses performances. Donc ses performances, il y a tout un listing. On peut aller sur le site de la fédération belge, on peut aller sur le site IKMF, la fédération mondiale, regarder les résultats qu'il a fait. Ok, il a fait, par exemple, euh, 1000 répétitions en jerk à 24 kg sur 1 heure, en marathon. Ok, ça me semble énorme, 1000 répétitions. Mais moi, 1000 répétitions, en vérité, ça ne m'impressionne pas. Parce que le jerk, je sais que c'est un mouvement qui est extrêmement rapide. Ça prend en moyenne, allez, pour ceux qui optimisent le mieux le mouvement, 1,6 à 2 secondes, je dirais. Et c'est pas ouf, en fait. Donc, de là, on a des tableaux, des données, où on peut se dire, ah ben voilà comment on évalue un titre honorifique. Un titre honorifique, c'est quoi? Donc d'abord on a différents types de titres honorifiques. On a le rang national, le CMS candidat Master Sport, le MS Master Sport et le MSWC chez nous, Master Sport World Class. Ce titre honorifique, c'est une récompense personnelle pour une performance réalisée. Quand tu atteins un certain plafond, tu deviens rang national par exemple. Quand tu fais une meilleure performance, tu deviens CMS, candidat Master Sport. Quand tu fais une très bonne performance, Master Sport, etc. Si la personne, elle fait, selon moi, un niveau Master Sport, c'est que c'est déjà un très 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 bon athlète. Peu importe l'épreuve, peu importe la fédé, tu peux pas contester que le mec t'arrive pas à un niveau Master Sport n'importe comment. Donc c'est super. C'est un petit peu pour moi euh, comme un titre de meilleur scoreur de la saison, par exemple, tu vois. Quand tu fais Master Sport World Class, c'est au-dessus du lot. C'est le plus haut titre que tu peux avoir et c'est un truc exceptionnel. Alors quand maintenant sur un podium, tu as 2 Master Sport World Class, un champion du monde et un vice-champion du monde, voilà, tu te dis purée, la cuvée de cette année, elle est monstrueuse. Donc Le titre honorifique, le titre de Master Sport, ouais. il est pour toi plus, plus élevé que le titre de champion champion du monde, par exemple. Ben, voilà, ben, c'est ça en fait. Moi, par exemple, en 2022, j'ai fait un titre Master Sport donc en IKMF Games à 40 kg en long cycle. J'ai fait 82 répétitions dans la catégorie des moins de 75 kg, moins de 75 pour les athlètes français. Et, euh, 3 heures après, je devais enchaîner avec un semi-marathon également en long cycle à 28 kg. Là, j'ai fait l'équivalent tout juste d'un CMS. Bon, j'étais rincé, j'étais fatigué, et puis on me dit, ouais, tu dois repartir 3 heures après pour un semi-marathon. Mentalement, tu te sens épuisé, quoi, tu vois. Donc, je me dis, je suis content parce que même avec un CMS, j'affrontais notamment Arnaud Santorelli, je crois que c'était lui vraiment l'adversaire direct, c'était un Français. Euh, J'étais content parce que j'ai eu mon titre mondial, mais avec le recul, être champion du monde avec un niveau candidat Master Sport CMS, c'est vraiment le minima de ce qu'on peut demander aujourd'hui, quoi. Donc, c'est pas ouf en termes de performance. Je suis content de ce titre, je l'ai pas démérité, mais c'est pas dingue en termes de performance. À l'inverse, les 2 derniers mondiaux, donc deuxième partie en Hongrie en 2023, en pentathlon en simple, je fais Master Sport World Class, je finis vice-champion du monde face à l'Irlandais qui finit champion, lui, Fionbar Toulan, vraiment nom particulier. Et puis face à un Polonais dont le prénom est incompréhensible aujourd'hui, Premislow ou quelque chose comme ça, je refais un titre Master Sport World Class et pourtant je finis vice-champion du monde. Bah, là, tu te dis, là, c'était incroyable, c'était exceptionnel, et je tire quand même davantage de fierté, pourtant, j'ai pas gagné le titre mondial, quoi. Voilà. Ok, donc, et là, tu as parlé en termes de titre et en termes de qualité physique. Maintenant, on ne s'est pas vu depuis un an, et Ouais, je te dis, je me suis mis au kettlebell. Tu sais rien sur moi, mais tu as certaines données. ouais, Mais un RM, ouais, mais ma VO2 max, quelle ouais, serait la variable la plus prédictive, d'après toi, de performance en compétition? Tu vas me dire, ça dépend probablement de l'épreuve. ouais. Donc, dis-moi par exemple, en semi-marathon et marathon,
Tu penses que, par exemple, le 1RM en développé militaire a une importance? Non. Enfin, il y a tout qui a quelque part une importance, mais beaucoup moins d'importance, quoi, forcément, parce que bon, va falloir que tu tiennes la route, quoi. Mais il y a tellement. Mais par contre, sur les IKMF Games, dans ce cas-là, la force max aura beaucoup plus d'importance. Je pense qu'elle impactera un petit peu plus, mais bon, de toute façon, à partir du moment où tu dépasses 3 à 4 minutes, je veux dire, il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte, quoi. En fait, pour moi, de plus en plus, hein, il y a deux aspects qui ressortent pour vraiment déceler un athlète, peut-être même trois aspects pour déceler un athlète qui sort du lot. Sa technique, sa masse musculaire et, la dernière chose, c'est sa force mentale, quoi. Parce que bon, il faut se dire aussi que tous les mouvements ondulatoires, euh, ça risque de t'arracher les mains avec la transpiration. Quand tu as les paumes de main arrachées et que tu as l'acier qui vient frotter à chaque fois sur une ouverture, vas-y pour tenir. Moi, ça m'est arrivé en marathon, en long cycle. J'arrive à la 28e minute, il me reste 32 minutes de lift. Si je pose au sol, je suis disqualifié. Chaque retour en clean, ce qu'on appelle le backup clean, hein, donc à chaque fois que je revenais d'un mouvement, t'es au bout, quoi. La douleur, elle est tellement intense. C'est la même chose sur mon super marathon. C'est là où que la technique est aussi importante. Absolument, il faut savoir la faire coulisser sur le bout des doigts, sans que celle-ci t'échappe des doigts. Et l'entretien des mains. Et l'entretien des mains, donc À ma petite échelle, j'ai commencé à entretenir mes mains à cause du deadlift. Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup moins important, mais ça fait la différence. Mais ça joue totalement. Quand tu t'ouvres les mains sur un deadlift et que tu as l'acier qui vient frotter sur cette blessure, la douleur, elle est énorme, quoi. Tu te dis, je peux plus, quoi. Ah ben, c'est le même principe, hein. Ok, alors tu vas nous parler un peu du modèle evidence-based. Ouais. Et quelle est l'importance que tu lui accordes dans ta pratique, peut-être en termes d'athlète et en termes de coach? Puis, je poserai la question à Mathias. Je poserai la question à Mathias aussi. C'est est-ce que tout le monde est EBP? On en a parlé notamment avec Thibaut, on a parlé avec Livio. Ben, il y a l'expérience du coach, il y a le retour de l'encadré, et puis il y a la recherche scientifique. Et voilà, on peut voir ça effectivement, comme disait Thibaut, comme un entonnoir, et se dire qu'est-ce qui guide notre pratique. Ben, pour moi, elle est essentielle, c'est-à-dire que elle est essentielle dans le sens où, en fonction de ce que l'on a comme données, on essaye d'en tirer en fait ce qui semble être le mieux pour avancer dans notre métier. Et ça permet quoi? Ben, ça permet d'aller potentiellement plus vite en fait. Donc pour moi c'est primordial. Maintenant, je ne suis pas quelqu'un qui est poussé sur le domaine de la recherche, qui est capable d'analyser des stats de manière intensive. Donc je fais quoi? Ben, je fais confiance à des personnes qui, pour moi, me semblent compétentes dans ce domaine et sur qui je peux me dire, ok, ils vont me faire un condensé de toutes ces recherches, de ce travail. Je prends ces formations, je leur fais confiance, et puis de là, je me dis, ok, ça semble être bon ce que je faisais, donc ça me rassure. Ou alors je me dis, ah ça je ne connaissais pas, je peux le mettre en pratique et le conseiller, et me permettre en fait d'aller plus vite dans mon quotidien. Parce que si aujourd'hui j'avais ces connaissances-là et les formations et les relations que j'avais à 18 ans ou à 21 ans, quand j'ai commencé, j'aurais été beaucoup plus vite et je pense que ça m'aurait permis d'avoir de meilleurs résultats, ça c'est sûr, quoi. Donc pour moi, le modèle EBP est essentiel, quoi. En fait, aujourd'hui, se dire EBP killer ou dire d'autres sottises de ce genre-là, c'est un non-sens. C'est, en fait, ce qu'on met comme étiquette sur le front, c'est « je suis idiot, ne l'oubliez pas ». Quoi. C'est vraiment ça, pour moi, c'est vraiment ça que ça veut dire. Quoi. Parce que fondamentalement, si aujourd'hui on est coach, ou alors c'est une mauvaise interprétation de ce modèle, ce qui peut arriver, mais si aujourd'hui on est coach, ça veut dire que logiquement on a suivi une formation. Si on a suivi cette formation, elle est basée sur quoi?
sur quoi on base une formation pour ensuite transmettre sur des connaissances. Elles ne sont pas tirées de notre chapeau. C'est quand même un minimum de recherche. Donc, en fait, en se disant BP Killer, tu craches dans la soupe et tu craches dans la main qui te nourrit, quoi. C'est un peu particulier quand même. Donc, non, pour moi, c'est essentiel, quoi. Dans ta pratique et dans tes coachings. Oui, clairement. En fait, c'est même non négociable. Si j'avais connu ça plus tôt, ça m'aurait permis d'éviter beaucoup d'erreurs, quoi. Donc maintenant, question, donc tu proposes des coachings. Oui. Quoi d'autre comme en tant que service? Donc coaching en salle et aussi tu fais du coaching en ligne. Oui, coaching en ligne, donc programmation en ligne avec suivi. Pour toutes sortes de personnes. Tu te Ça limites dépend. pas. Si on me demande de l'haltérophilie, je vais rediriger vers quelqu'un parce que j'estime que c'est pas mon champ de compétences. Même en CrossFit, de manière personnelle, je vais peut-être rediriger directement. Mais pour tout ce qui touche au kettlebell lifting, prise de muscle, par exemple, recomposition corporelle, même dans le domaine des sports de combat, ça, je pense qu'effectivement, j'en suis capable, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y a plutôt des bons résultats actuellement. Et dernièrement, on a lancé ce qu'on appelle le pack Transformer avec Boris Simon, où en fait, il s'occupe de la partie nutrition. Il est également urgentiste, hein, donc il a vraiment la double casquette. Et donc il s'occupe de cette partie-là. Moi, de la programmation en ligne avec suivi. On a les feedbacks réguliers de nos clients. C'est un pack sur 12 semaines. Ça permet en fait d'encadrer au mieux le travail de recomposition corporelle. Et là, pour le moment, ça marche vraiment, vraiment très bien. Et on a également ce format-là en présentiel avec la collaboration du Dynamic Center. Ok. Voilà, Donc ça peut aussi fonctionner en ligne. Ça peut aussi fonctionner en ligne. À côté de ça, il y a deux livres que j'ai écrits. Donc, les liens seront en description. Le dernier remonte justement... Il vient de sortir. Ouais, il vient de sortir. C'est sur l'histoire de la kettlebell, de la fédération IKMF et les bienfaits de l'outil de manière générale. Donc c'est déjà un peu plus niché, mais si ça parle aux gens qui sont passionnés un peu de sport de fonte, etc., ça peut les intéresser. Ok, alors après tout ce qu'on a dit... Il y a juste un dernier aspect important. Organisateur d'événements nationaux et internationaux, ça je l'ai dit au tout début. Mais cette année, j'organise, je suis co-organisateur évidemment avec la fédération IKMF. Mois d'octobre. Au mois de novembre. Au mois de novembre. Donc ça, ce sera vraiment un gros truc et il y aura un live qui est déjà prévu, notamment avec Seb qui est derrière la caméra. Donc voilà, ce sera un gros travail. Super. Alors, après tout ce qu'on a dit, tu peux nous recommander certaines personnes sur les réseaux sociaux? Une ou des? Des. Je dis des. Ouais. Bon, après tout, c'est ton podcast. Hein. C'est mon podcast aujourd'hui. parce que choisir une personne, c'est pas assez pour moi. Ouais. Bon, écoute, d'accord, ça va, je vais le faire. T'sais. Sinon, il y a du favoritisme. D'accord. Bah, je peux pas recommander les personnes qui sont déjà venues sur ton podcast. Non. Ah, comment ça? Bah, c'est ton podcast. Ah, d'accord. Ok. Non, tu peux pas recommander. Si tu peux recommander des personnes, ton top 3, on va dire ton top 3. Mon top 3. Dans pas forcément un domaine particulier, ce que tu préfères en termes de contenu. Et tu peux pas me citer. Parce que tu allais me mettre numéro 1. Ah, c'est compliqué, quoi. Ouais, du coup, je prends la place de numéro 1, quoi. Là, tu peux pas te citer. Bah, tu cites déjà un. Ouais, si en soi, ils sont invités de ce podcast déjà, donc bon, c'est compliqué, quoi. Bah, des personnes qui sont pas venues du podcast. Non, pas, tu peux prendre ceux qui... Mais vraiment ceux que tu préfères, toi, en termes de contenu. Ah, un top 3, quoi. Un top 3, ce que tu un top 3, quoi. Parce que t'aimes bien tous ceux que tu invites, j'imagine, sinon tu les inviterais pas, à part moi. mais tu as des préférences. Là, actuellement, j'aime bien le travail de Thibaut Bach. Ok. Donc numéro 3, on va dire. Ouais. Désolé Okay. Thibaut. Numéro 2. Tac. Numéro 2.
Le boss final. Boss final, qu'on connaît donc on connaît sous le nom du boss final, mais qui est sur les réseaux sous le nom de Mathias Soulol. Mathias Soulol. Ouais. Mais ouais. Juste quand il parle de stats, j'aime pas. On lui pardonnera. Ouais, mais j'ai bien aimé par contre ses travaux sur en tout cas les newsletters sur l'adhésion qu'il avait fait, etc. On peut les retrouver et tout. Et ça, franchement, je trouve que c'était vraiment une énorme plus-value pour le métier de coach sportif. Ça, j'ai vraiment bien aimé. Ça m'est arrivé de les relire encore il y a quelques semaines. Et numéro 1 Liver King. Non, je déconne. Numéro 1. Bah, j'aime bien Greg Nichols quand même. En francophone. Ah, en francophone, purée, tu deviens compliqué. Francophone. Mais on va dire que c'était pas obligé dans l'ordre. Donc peut-être que Mathias était numéro 1. Comme c'est mon collègue, je vais le mettre numéro 1. Ok, ça va. Ouais. Mathias 1, 2 ou 3 Thibaut et 2 ou 3. Ouais, je réfléchis là-dessus. Mais pas trop, ça dure longtemps. Ouais, ça devient compliqué là. Tu me poses une colle. Je dis. J'aime encore bien le contenu de Brian Boulan. C'est un athlète de MMA belge je ne sais pas s'il est encore au Cage Warrior. C'est un ami en plus. Et j'aime bien la manière dont il tourne ses vlogs et la routine et la manière dont il explique de manière technique en fait comment mettre un punch, comment surprendre l'adversaire, etc. Donc il fait vraiment tout lui-même. C'est un peu amateur quelque part, il n'a pas encore la qualité d'un vidéaste, etc. Mais il bosse vraiment beaucoup sur ce domaine-là. Il essaie vraiment d'amener une image positive du MMA sur Bruxelles. Et je trouve que c'est plutôt cool et c'est sympa à encourager, quoi. Ok. Merci Nicolas Génotte. Un dernier mot ? Non, je pense que c'est bon. Je pense que j'ai tout dit. Je finirai pas par une citation. Je te laisse peut-être la fin. À toutes. Salut, merci.